Fidèles auditeurs de la radio akondanews.net, bonjour. C'est toujours avec un réel plaisir que nous vous retrouvons chaque mercredi dans le cadre de notre rubrique hebdomadaire, l'invité de la rédaction. Après vous avoir donné l'opportunité d'avoir une vue panoramique des thématiques relevant de l'économie, des finances, des entreprises, des droits de l'homme, du capital humain et de la politique, aujourd'hui, ensemble, nous allons polariser notre regard sur un sujet très important duquel dépend notre vie et notre survie. Il s'agit d'un bien précieux aussi appelé capital immatériel ou capital humain que nous sommes appelés à capitaliser, à optimiser et à préserver. J'ai nommé la santé. C'est à juste titre que nous avons l'insigne honneur de recevoir aujourd'hui sur nos plateaux Dr Traoré Mouri. Docteur, je vous souhaite la cordiale bienvenue. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Merci, je vous en prie. Alors, qui est Dr Traoré Mouri? Dr Traoré Mouri est médecin, diabétologue, endocrinologue et nutritionniste au CHU de Yopougon. Il est actuellement en consultation externe au CHU de Cocody. Il est également coach sportif. Par ailleurs, il est titulaire d'un master en nutrition, pharmacologie, toxicologie. Il est titulaire, n'est-ce pas, d'un diplôme de spécialisation en endocrinologie, métabolisme, nutrition. Il est titulaire d'un doctorat d'État en médecine, licence. Il est titulaire également, n'est-ce pas, d'une licence professionnelle marketing communication. Un médecin, n'est-ce pas, qui rejoint les communicateurs sur leur propre terrain. C'est-à-dire qu'on a aujourd'hui là, ce monsieur, il est tellement éloquent. Je suis en extase, je suis en extase devant tant de Je vous en prie. que nous avons. Un érudit, et non des moindres. Et vous allez voir tout à l'heure ce talent de communicateur et de précieux orateur. Je vous en prie. Alors donc, il a participé à plusieurs colloques, congrès, symposiums et formations à travers le monde, notamment en Côte d'Ivoire, en France, au Maroc, en Algérie, au Sénégal, au Kenya, au Gabon, aux Émirats Arabes Unis, et j'en passe. Donc tout à l'heure, monsieur le docteur, votre mot d'introduction, s'il vous plaît. On rend grâce à Dieu, c'est lui qui nous permet de faire tout ça, et aussi de nous mettre au service de la communauté, de nous mettre au service du monde, à travers, n'est-ce pas, ce que nous avons appris et ce que nous aimons faire. Ce sont les propos d'introduction, n'est-ce pas, de Dr Traoré Mouri, fidèles auditeurs. Au micro, vous avez votre serviteur, Kone Yakuba, et vous avez, n'est-ce pas, pour la mise en onde qui est assurée de main de maître par mon confrère, l'homme à la voix inoxydable, Diane Franck. Et également, vous avez, n'est-ce pas, toute cette équipe-là qui l'accompagne. Diane, merci, n'est-ce pas, pour cette réalisation. Merci à toi. Alors donc, docteur Traoré, pouvez-vous nous donner une définition des trois concepts qui constituent la quintessence de votre spécialité? Y a-t-il un rapport entre les trois? Il y a forcément un lien entre les trois grandes entités de notre spécialité. C'est l'endocrinologie, le métabolisme et la nutrition. En fait, tous ces mots veulent dire quoi? On dira, tiens, le diabète, ou du moins le diabétologue ou le nutritionniste, il est en train de nous embrouiller avec ces mots techniques, notamment endocrinologie, métabolisme, nutrition. Voilà. Pour ce qui concerne l'endocrinologie, on dira que c'est en fait cette spécialité-là qui s'adresse à toutes nos glandes. Quand on parle de glandes, on parle de sécrétion d'hormones. Et donc, lorsque une glande, qu'on appelle généralement chez nous les glandes endocrines, lorsque ces glandes-là vont rentrer en dysfonctionnement, parce que l'organisme, il peut arriver un jour où voilà, on ne se porte pas bien parce qu'il y a une glande qui fonctionne mal. Je vais parler par exemple de la thyroïde, je vais parler du pancréas, je vais parler des gonades et tout ça. Voilà, c'est des glandes. Et donc, quand on dit glandes, c'est sécrétion d'hormones. Et donc, quand ces glandes-là vont connaître un dysfonctionnement dans le sens de production hormonale importante ou production hormonale, je dirais, faible, voilà, il va falloir s'adresser à un endocrinologue pour corriger ce dysfonctionnement-là. Ça, c'est déjà la première entité de notre spécialité. La seconde entité, c'est le métabolisme. Quand on dit métabolisme, c'est un peu tout ce qui a lieu comme transformation chimique, voilà, transformation biologique au niveau de notre organisme. Et donc, à ce niveau aussi, quand il y a des perturbations, voilà, l'endocrinologue, celui qui fait le métabolisme, va intervenir. Et quand on parle de dysfonctionnement ici, il peut s'agir par exemple je dirais, d'une dyslipidémie. Quand on parle de dyslipidémie, il s'agit par exemple d'une augmentation anormale du taux de mauvais cholestérol. Si tu veux, le cholestérol aussi, c'est le mauvais gras.
Hein, voilà la mauvaise matière grasse dans l'organisme. Quand cela va augmenter, il va falloir corriger. Ça relève du domaine du métabolisme. L'obésité fait partie également du domaine donc, du métabolisme. D'accord. L'hyperuricémie, c'est-à-dire qu'une augmentation d'un taux d'acide urique qui va provoquer une goutte plus tard, fait aussi partie du domaine du métabolisme. Et donc, le métabolisme, celui qui fait le métabolisme va devoir corriger ce dysfonctionnement. Et donc, la troisième entité qui est la nutrition. La nutrition, c'est, je dirais, la transformation de ce que nous prenons comme aliment en nutriments. Et donc, les nutriments étant le produit fini, hein, je dirais, de ce que nous prenons comme alimentation. Quand cela n'est pas bien fait, voilà, on peut parler de dysfonctionnement aussi. Voilà, ça peut être en carence nutritionnelle, comme en nutrition désordonnée, en malbouffe, en prise de poids, en obésité, et donc à créer toutes les complications en rapport avec une alimentation mal faite. Et je crois que quand on regarde un peu ces trois entités, il y a forcément un point d'union, raison pour laquelle la spécialité va regrouper ces trois entités. Comme pour dire que quand on est endocrinologue, on doit avoir forcément des notions de métabolisme et également avoir des notions forcément de nutritionniste. Maintenant, il nous appartient, avec toutes ces grandes entités, de se spécialiser spécifiquement dans un domaine bien précis. Voilà, c'est vrai que je fais office de médecin traitant le diabète. Je fais office de médecin traitant, je dirais, tout ce qu'il y a comme problème endocrinien, notamment les hyperthyroïdies, les hypothyroïdies, tout ça. On va dire, je vous embrouille encore. Ah non, mais c'est ta spécialité, il va falloir que tu développes. Et puis, on finit aussi par, je fais office de nutritionniste parce que je propose un régime alimentaire. Je dis comment est-ce qu'il faut bien s'alimenter, comment il faut manger de façon rationnelle pour ne pas s'exposer à toutes ces maladies que nous connaissons aujourd'hui, notamment l'hypertension, le diabète et également les maladies cardiovasculaires. Et vous voyez, j'en passe. Donc, il faut que le spécialiste soit vraiment, le spécialiste en endocrinologie, métabolisme, nutrition, doit être vraiment un point d'union entre toutes ces spécialités et de pouvoir mieux traiter les êtres humains que nous sommes. Docteur Traoré, une sommité de la médecine en Côte d'Ivoire, une tête pleine, il vient de le démontrer tout à l'heure sans document, il a, n'est-ce pas, fait ses démonstrations relativement, n'est-ce pas, aux trois concepts. Alors, vous êtes nutritionniste, vous êtes diabétologue. Alors, docteur Traoré, comment une personne peut-elle contracter le diabète? D'abord, c'est de savoir qu'est-ce que c'est que le diabète. Il faut venir déjà à cette notion assez basique pour parler de comment est-ce qu'on va contracter le diabète. Parce que pour bien définir, sinon pour bien comprendre quelque chose, il faut toujours aller à sa définition. Voilà. Et donc, quand on prend la définition du diabète, on dira quoi? Que c'est un état d'hyperglycémie chronique. État d'hyperglycémie chronique, ça veut dire quoi? Que le taux de sucre va augmenter dans notre sang, et cela de façon permanente. Et cela est dû à, je dirais, à des causes, notamment des facteurs génétiques et ou environnementaux. Et souvent, ces facteurs peuvent être associés ou non. Ça veut dire quoi tout ça? Quand on dit des facteurs génétiques, on va se dire que oui, quand on a, par exemple, dans la famille, le père qui est diabétique ou la mère qui est diabétique, du coup, les enfants qui vont naître dans cette famille sont des enfants à risque de faire le diabète. Ça ne veut pas dire que ces enfants-là seront automatiquement des diabétiques. Non, ce n'est pas le concept. Ils courent le risque, d'autant plus que les géniteurs sont des diabétiques quand on prend l'angle de la génétique, du facteur génétique. Et quand on prend l'angle du facteur environnemental, le facteur environnemental veut dire qu'on va s'exposer à s'alimenter. Et lorsque notre alimentation sera hyper gras, hyper sucrée, on va s'exposer à être obèse. Et quand on va devenir obèse, il y a un élément important chez nous qu'on appelle l'insulinorésistance. C'est-à-dire que le pancréas qui est censé produire de l'insuline pour faire baisser le taux de sucre chez l'être humain va rentrer aussi en dysfonctionnement. Vous voyez qu'ici, le dysfonctionnement
du pancréas, qui est une glande endocrine. Ça veut dire que c'est l'affaire de l'endocrinologue. Et donc, ce pancréas qui rentre en dysfonctionnement va produire très peu d'insuline. Et donc, on n'aura pas suffisamment d'insuline pour pouvoir baisser le taux de sucre. Et donc, entraîner... On va souffler un peu. On vous reprend tout à l'heure. Voilà, et donc comme je disais, ce pancréas-là qui va rentrer en dysfonctionnement va exposer le patient à faire un diabète. Donc pour revenir à ta question, qu'est-ce qui entraîne le diabète? C'est vrai qu'on a un facteur génétique qui est là, mais également il y a un gros facteur qui est le facteur environnemental. C'est-à-dire que le facteur environnemental va regrouper le sujet qui va manger sans se contrôler, il va devenir obèse et il va fournir moins d'activité physique, d'accord? Et voilà, c'est quand je dis le patient qui va fournir moins d'activité physique, il s'agit du patient qui va être beaucoup sédentaire. Voilà, à la limite, son activité physique est tellement simple qu'il ne fait pas de dépenses d'énergie. Et donc, quand c'est comme ça, le sujet donc, va s'exposer, comme je disais tantôt, à cette obésité. Et cette obésité, à la longue, va entraîner un dysfonctionnement du pancréas qui est une glande. Et ce dysfonctionnement du pancréas qui est une glande va amener ce qu'on appelle les toutes petites unités cellulaires du pancréas, c'est les cellules bêta qui en temps réel doivent produire de l'insuline. Ces cellules bêta-là ne pourront pas être en mesure de produire donc de l'insuline. Et quand l'insuline n'est pas produite suffisamment, on s'expose à faire un diabète. Parce que le rôle de l'insuline, qui est une hormone, c'est de permettre l'entrée du sucre dans les cellules. Et donc, s'il n'y a pas suffisamment d'insuline, c'est clair que le sucre va rester dans le sang, cela de façon chronique, de façon permanente, et donc entraîner un diabète. Alors, docteur, comment savoir qu'on souffre du diabète? Bien, pour savoir qu'on souffre du diabète, c'est d'abord de faire assez simplement un test qu'on appelle la glycémie. La glycémie peut se faire aujourd'hui dans les centres de santé. La glycémie peut se faire aujourd'hui dans nos pharmacies. Il s'agit de faire une glycémie à jeun. Ça, c'est de façon très simple. Et donc, quand on fait cette glycémie, que cette glycémie à jeun est supérieure à 1,26 g par 2 fois, on dira, tiens, qu'il y a un diabète. Ça, c'est la définition la plus simple. Maintenant, il y a d'autres définitions qui sont encore plus techniques. Ça relève vraiment du domaine du spécialiste, hein, qui peut encore pousser les investigations. Chez un sujet même qui, pour moi, même sans glycémie à jeun, aujourd'hui, on dispose des moyens pour pouvoir faire ce diagnostic-là. Maintenant, c'est de savoir aussi qu'on parle du diagnostic, je suis allé directement au diagnostic, mais il y a également les signes avant-coureurs. C'est-à-dire qu'il y a certains symptômes que le sujet qui fait un diabète peut présenter. Voilà, ça veut dire que les glycémies peuvent être faites sans qu'on ait véritablement de signes. Mais quand le diabète atteint un certain niveau, c'est-à-dire que quand le taux de sucre monte jusqu'à un certain seuil, on va commencer à uriner beaucoup, ce qu'on appelle chez nous la polyurie. C'est-à-dire que le patient va uriner beaucoup, ses nuits sont très souvent perturbées, il va se lever 3-4 fois, à la limite il ne dort pas parce qu'il va uriner beaucoup. Et chaque fois qu'on va uriner beaucoup, l'organisme est en train de se déshydrater. Et donc, du fait de cette déshydratation, il aura soif. On va parler de polydipsie, et donc le sujet aura très soif, donc polydipsie. Et à côté de cette polydipsie-là, le sujet, bien que urinant beaucoup, ayant soif, il va boire beaucoup, il va manger beaucoup. Il va manger beaucoup, ce qu'on appelle dans notre jargon médical encore la polyphagie. Et de surcroît, il mange beaucoup, mais il ne grossit pas, il maigrit. D'accord? Il maigrit parce que les graisses qu'il a sont en train d'être utilisées tout simplement parce que le sucre ne rentre plus dans les cellules. Et donc, déjà, ça, c'est ce qu'on appelle le syndrome cardinal.
quand il va présenter ce syndrome-là, on sera en mesure de dire, ah tiens, même si tu ne fais pas une glycémie pour pouvoir faire le diagnostic, voilà qu'il y a des symptômes que tu présentes et devant ces symptômes, la meilleure conduite à tenir, c'est de se rendre dans un centre de santé et de faire déjà sa glycémie, de voir cette glycémie, quel est le taux de cette glycémie. Quand c'est supérieur à 1,26 g, je crois qu'il faut approcher un médecin déjà pour voir comment faire la prise en charge. La glycémie, comment elle se fait? Prélèvement sanguin, prélèvement urinaire ou bien? Voilà. En fait, aujourd'hui, il y a deux techniques. Il y a ce qu'on appelle le prélèvement sanguin, ça c'est dans la veine, ça c'est la glycémie veineuse. Et aujourd'hui, il y a ce qu'on fait avec les lecteurs de glycémie qu'on appelle les glucomètres, c'est les tout petits appareils qui se fait, ça c'est la glycémie capillaire qui va se faire au bout du doigt, qui aussi est un appareil qui aujourd'hui facilite quand même beaucoup les choses, permet aussi de faire aussi un diagnostic. Vous avez bien développé, n'est-ce pas, l'aspect relatif à comment contracter le diabète, les signes et tout ça. Alors, cette pathologie concerne-t-elle les personnes d'un certain âge ou bien n'importe qui peut la contracter? Excellente question. C'est-à-dire, cette question nous ouvre en même temps une autre porte de la compréhension de ce que c'est que le diabète. C'est les différents types de diabète. Quand on parle des différents types de diabète, cela va concerner aussi différents types de personnes. Il y a ce qu'on appelle le diabète de type 1. C'est-à-dire que le diabète de type 1 va s'adresser généralement au sujet jeune. Le sujet jeune qui, très souvent, à moins de 30 ans, qui peut développer un diabète. D'accord? Et également, il y a le sujet âgé, après 45 ans, très souvent, on va développer un diabète. Très souvent, ça c'est ce qu'on appelle dans notre jargon le diabète de type 2. Et pour ce qui concerne ce diabète de type 2, c'est d'ailleurs le type de diabète qui est le plus fréquemment rencontré. Souvent, le diagnostic va se faire très souvent dans un contexte d'obésité, comme je dirais. Voilà, environ 90% de ces patients-là vont faire un diabète de type 2. D'accord? Il y a ce qu'on appelle les diabètes secondaires. Hein? Les diabètes secondaires, ça c'est suite à certaines maladies, certaines personnes qui souffrent de maladies telles que le cancer. Hein? J'aime pas trop dire ce mot-là, c'est une grosse atteinte du pancréas, d'accord? Il y a aussi certaines affections qui peuvent être à l'origine de l'apparition d'un diabète. Il y a la prise de certains médicaments. Quand c'est pas fait sous ordonnance médicale, l'automédication dans certains sens peut aussi entraîner le diabète. Ça, c'est ce qu'on appelle les diabètes secondaires. Et l'automédication peut entraîner le diabète? Oui, c'est-à-dire que si tu prends des médicaments que tu ne connais pas véritablement, qui vont entraîner une sécrétion importante de sucre dans le corps en agissant négativement sur les cellules bêta. Vous comprenez que à la longue, ça va t'entraîner un diabète. Hein. On parle souvent, je prends par exemple les corticoïdes par exemple. Tu prends ça sous prétexte que oui, je vais éclaircir ou bien sous prétexte que voilà, c'est pas sous recommandation médicale, d'accord? Ce gros médicament-là va entraîner un gros dysfonctionnement du pancréas et donc entraîner un diabète à la longue, ce qu'on appelle dans notre jargon le diabète cortico-induit. Ça, c'est un exemple parmi tant d'autres. Et donc, pour finir, ces différents types de diabète, et puis qui mettent en exergue en même temps les personnes éventuelles qui peuvent être concernées par le diabète. Il y a ce qu'on appelle le diabète gestationnel. Voilà une dame qui, au cours de sa grossesse, hein, voilà, va présenter une hyperglycémie. Voilà, et donc elle peut être sujet à faire un diabète pendant qu'elle est en grossesse. Parce que la grossesse, c'est un gros dysfonctionnement souvent hormonal au niveau de la femme. Et donc, dans ce sens-là, on peut être amené à... S'il y a des femmes qui peuvent, pendant la grossesse, faire un diabète. Comme pour dire que ça s'adresse aux sujets jeunes, ça s'adresse aux sujets âgés, ça s'adresse également aux femmes enceintes, d'accord? Et également, ça s'adresse à ces personnes-là qui vont peut-être avoir des maladies en rapport avec le pancréas ou bien va s'adresser à ces personnes-là qui souvent vont prendre des médicaments sans avis médical très souvent. Et les personnes qui prennent les médicaments sans avis médical, que vous appelez l'automédication, aujourd'hui nous voyons, n'est-ce pas, toute une panoplie de femmes qui s'adonnent à la vente des médicaments dans la rue.
Aujourd'hui, pour quelqu'un pour se soulager, bon, sans recourir à un médecin, il va acheter le médicament. Alors, docteur, quels sont vraiment les risques qui sont liés à de telles attitudes? Je dirais quelque part, ma spécialité, pour avoir fait un peu de toxicologie, je dirais que c'est pas prudent. C'est pas prudent parce que un médicament, c'est d'abord une conservation. Vous voyez, quand on regarde notre pays, on dit Dieu merci, on voit qu'on dispose de pharmacies ici. Et quand on rentre dans la pharmacie, vous voyez déjà l'atmosphère qui vous accueille. Comprenez que les médicaments doivent être conservés à une certaine température. Déjà, lorsqu'on sort du cadre de cette température, c'est clair que les molécules qu'on appelle les molécules princeps, hein, les substances actives, hein, que contiennent ces molécules-là vont pas fonctionner normalement parce qu'ils sont sortis de leur cadre normal. Est-ce qu'on se comprend? Si vous prenez, je prends un cas assez spécifique, hein, l'insuline par exemple. Vous voyez, l'insuline est conservée au réfrigérateur, surtout l'insuline humaine. Hein. Aujourd'hui, on a des types d'autres d'insuline qui peuvent être utilisés avec le conditionnement à une température en dessous de 30 degrés Celsius. Encore, on dit 30 degrés Celsius, ça veut dire que ça se trouve dans une maison, par exemple. Mais quand tu dois, par exemple, disposer de ça au soleil, sous certaines températures, c'est clair que tu dégrades cette insuline-là. Vous savez, quand on achète, par exemple, l'insuline, avant même de quitter en pharmacie, on va mettre des glaçons dessus pour que tu puisses conserver ça jusqu'à ce que tu arrives chez toi. De sorte à pouvoir conserver ça automatiquement, ne pas rompre la chaîne de froid. Comprenez, quand ces produits-là se retrouvent sur le marché, se trouvent à des températures qui, pour moi, ne sont pas normales. Vous comprenez que le principe actif de ces médicaments-là risque de ne pas faire effet. Parce que l'objectif d'un médicament, c'est de pouvoir soigner. Et quand il y a un problème à ce niveau, eh bien, on ne se soigne plus. On prend le médicament sous prétexte qu'on se soigne. Bon, au fond, on ne se soigne pas. Alors qu'on se détruit. Bon, voilà. Alors, docteur, pour fermer ce chapitre relatif, n'est-ce pas, à l'automédication, c'est donc dit que quand quelqu'un est malade, il est mieux, n'est-ce pas, de se rendre au centre de santé le plus proche. Oui, moi je crois que ça, c'est ce qu'on peut recommander vraiment à tous nos auditeurs, c'est savoir que les sciences médicales, c'est une science qui est là pour la bonne santé. Et donc, quand on est malade, il faut se rendre à l'hôpital et les médecins là-bas vont vous prescrire des médicaments ou bien un médicament qui doit être acheté en pharmacie et aussi qui doit être pris par rapport à une posologie, par rapport à une durée de temps. Je crois que quand tout cela est bien respecté, on sort carrément de l'automédication, on fait les choses en bonne et due forme. Docteur, nous entendons dire aux gens que le diabète est une maladie génétique. Comme vous l'avez dit tout à l'heure, est-ce que ce n'est pas aussi lié aux mauvaises habitudes alimentaires? Voilà, je crois que là, tu rentres pleinement dans la définition, nous en avons parlé. On a dit hyperglycémie chronique, tu as des facteurs génétiques et ou d'environnement. L'environnement, c'est notre mauvaise habitude alimentaire. Manger trop gras, trop sucré, on devient obèse et on finit par faire un diabète. Docteur, manger trop gras, trop sucré, alors que dites-vous, n'est-ce pas, des boissons sucrées industrialisées? Les boissons sucrées que les gens consomment n'importe comment et tout ça. Oui, en fait, il y a toute une panoplie. Il y a toute une panoplie, il y a toute une panoplie aujourd'hui. Moi, je crois que quand on regarde la fabrication de nos boissons aujourd'hui, il y a ce qu'on appelle les sucres raffinés. C'est-à-dire que les sucres raffinés, c'est des sucres qui sont vraiment traités jusqu'au top niveau. Quand j'ai dit au top niveau, toutes les substances utiles, tous les nutriments utiles n'existent pratiquement plus. On n'a que du sucre, 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 sucre. Et donc, c'est ce qu'on va retrouver dans nos boissons, notamment les sodas.